Un groupe de frappe de la marine se dirige vers l'Iran, mené par Vénus, et selon certaines rumeurs, deux groupes se dirigeraient dans cette direction. Et plus loin se trouve Delta, celle-là même qui, comme je l'ai déjà dit, a volé Madura à 10 km de la frontière avec l'Iran. Les bombardiers sont prêts, Israël et l'OTAN sont informés. Dans ce contexte, Donald Trump propose à l'Iran de reporter notre frappe contre lui si les ayatollahs acceptent certaines conditions ou concessions. L'Iran ne doit ni créer ni tenter d'obtenir des armes nucléaires. L'Iran doit cesser de fusiller et d'exécuter les émeutiers. Je ne me souviens pas si c'est mentionné là-bas. Ou bien il s'agit du financement du terrorisme, mais je suis sûr que cette question sera soulevée. L'Iran doit participer aux solutions régionales des problèmes de sécurité. Eh bien, probablement, ici sera inclus l'arrêt du financement, du parrainage du terrorisme. Je dirais que c'est un recul significatif par rapport à ce que j'aurais voulu, à ce que nous aurions voulu avec vous. À savoir le retour du Shah Pahlavi et la prévention, disons, ensuite du retour des mollahs à leur rôle d'oppresseurs de l'État iranien et d'instigateurs de divers actes et événements techniques. J'aimerais bien sûr que l'Iran redevienne comme il l'était auparavant. Sous le règne du père, donc Pahlavi, quand il était roi, Reza Pahlavi Ier, et son fils, c'est Reza Pahlavi II. Qu'il redevienne un État laïque, soi-disant pro-occidental. Bonjour, bon matin Brian. Eh bien, vous voyez bien sûr que toutes les pièces d'échecs bougent à travers le monde. Des sources militaires annoncent que les États-Unis envoient au moins un porte-avions dans la région en ce moment. Nous ignorons encore s'il s'agira du porte-avions Abraham Lincoln, actuellement en mer de Chine méridionale, ou de l'un des deux ayant quitté Norfolk ou San Diego, au début de cette semaine. Pendant ce temps, Axios rapporte que le directeur du renseignement israélien, le Mossad, est arrivé aujourd'hui aux États-Unis pour des discussions avec les envoyés, l'envoyé de la Maison-Blanche Steve Witkoff sur l'Iran. Dans le même temps, la sénatrice Lindsey Graham a annoncé qu'elle se rendait en Israël, appelant le président à agir. Des gens sont tués dans la rue. Si ce n'est pas une diversion, c'est le moment où nous devons agir. Nous avons affaire au régime le plus cruel de la planète. Et si vous ne comprenez pas que c'est le plus grand moment de changement depuis la chute du mur de Berlin, vous manquez vraiment quelque chose d'important. C'est une guerre religieuse. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Le Wall Street Journal indique que le président sait qu'une attaque contre l'Iran n'assurerait pas la chute du régime. Hier, le ministère des Finances a sanctionné 5 responsables iraniens. Le président organise ce matin une table ronde sur la santé rurale, ouverte à la presse. Nous verrons s'il répondra à des questions sur d'éventuelles actions en Iran. Il semble que les militaires aient informé Trump que la guerre ne se limiterait pas à une seule frappe et que pour renverser le régime, il faudrait envoyer des troupes au sol. Aujourd'hui, le Mossad d'ailleurs, ainsi que des représentants d'autres services de renseignement israéliens et des diplomates israéliens, se sont envolés pour des consultations avec leurs homologues aux États-Unis. Eh bien, vraisemblablement, ils vont discuter de l'Iran. Et en attendant, In Visions. Le général à la retraite Jack Keane. Quelles sont nos options? En Iran? Nous avons beaucoup à l'ordre du jour et de nombreux événements se sont déjà produits. Le président a fait une déclaration, son autorité est en jeu. Quand il donne sa parole, il la tient toujours. Il veut juste tenir responsables ceux qui ont tué leurs citoyens. C'est sa promesse à ceux qui étaient dans la rue, prêts à risquer leur vie. Dans des milliers de cas, cette tragédie s'est produite ici. Que se passe-t-il probablement et que pourrait-il arriver ? Nous faisons pression sur l'Iran pour limiter sa capacité à vendre plus de pétrole qu'avant, ce qui a déjà eu lieu. Ce n'est pas un facteur décisif en soi, mais cela y contribue. Nous aidons probablement les manifestants à mieux communiquer. Étant donné que les Iraniens ont coupé Internet et qu'il s'agit d'une opération secrète pour faire quelque chose de ce genre, il est probable que des cyberopérations soient menées contre les systèmes iraniens. Le commandement et le contrôle, leurs télécommunications, les capacités des gardiens de la révolution et des milices Basiji présents dans les rues pour communiquer efficacement. De plus, des cyberopérations contre leur capacité de surveillance de la population en tant que telle, tout cela, ce sont des capacités dont disposent les États-Unis
et qui n'ont pas d'équivalent. Notre potentiel offensif en cyberattaque est vraiment particulier. Et ensuite, nous passons à l'information. Nous menons probablement des opérations d'information contre les oppresseurs, leurs cadres intermédiaires, ceux qui portent également des armes, parce que, si et quand, je pense qu'il s'agit plutôt de savoir quand les opérations cinétiques viseront cette organisation et ses dirigeants. Nous voulons qu'il y ait une division en son sein, nous voulons que cette organisation se désintègre, nous voulons que certains d'entre eux rejoignent les manifestants. Le régime sera dans une situation bien plus difficile après les opérations cinétiques, puis l'administration lancera elle-même ses opérations. Les dirigeants et l'organisation gèrent la répression. Mais il faut prendre en compte aussi la possibilité pour l'Iran de lancer une riposte. Contre qui pourrait-il riposter ? Contre les bases américaines et l'État d'Israël. Alors, tout d'abord, assurons-nous que la défense de ces systèmes soit aussi efficace que possible, et cela doit absolument être pris en compte. Et ensuite, que devons-nous faire avec l'ensemble des cibles pour réduire la capacité de l'Iran à mener ses attaques de représailles ? Tout cela fait partie des éléments présentés au président lorsqu'il prend des décisions et choisit des options. Et évidemment, cela signifie que nous devrons élargir la liste des cibles afin de détruire à coup sûr certains missiles balistiques iraniens. Je suppose, je ne sais pas, je ne pose pas ce genre de questions, mais simplement en regardant ce qu'il faut faire, il faut toujours prendre en compte quelle sera la riposte de l'Iran. Et clarifions une chose. Le but de cette attaque n'a jamais été de renverser ce régime ni d'obtenir un changement de pouvoir. Je veux dire, je ne suis absolument pas d'accord avec cet article. Le président le savait depuis le début. Au mieux, le résultat sera que nous mettrons le régime iranien sur la voie de son effondrement total. C'est-à-dire que cette frappe des États-Unis, apparemment, du point de vue des militaires américains, ne conduira pas à la chute du régime, mais pourrait entraîner un affaiblissement significatif du régime. Nous n'avons pas d'organisation à l'intérieur de l'Iran pour prendre le pouvoir, il n'existe tout simplement pas une telle organisation en Iran. Autrement dit, si le corps des gardiens perd ses lanceurs, ses missiles, ses chars, il reste quand même probablement la seule organisation en Iran capable de prendre le contrôle du pays. Bonjour Sandra, on a demandé au président pourquoi il n'a pas frappé l'Iran. Il a dit que personne ne l'a convaincu, il s'est convaincu lui-même. Il a dit que l'arrêt ou l'acceptation d'arrêter les exécutions l'a beaucoup influencé. Le président a aussi affirmé que toutes les options, y compris une action militaire contre l'Iran, restent envisagées. Depuis 24 heures, des signes indiquent qu'un ou deux groupes aéronavals pourraient être envoyés au Moyen-Orient. La marine américaine ne confirme pas, mais indique que le porte-avions Abraham Lincoln, présent en mer de Chine méridionale plus tôt cette semaine, est en route. Son arrivée prendra au moins une semaine. On prévoit le déploiement d'une escadrille de bombardiers furtifs et un renforcement majeur des défenses antimissiles terrestres, aériennes et navales. Pour protéger 30 000 militaires américains dans la région et en Israël, Norm Rewell a travaillé 34 ans à la CIA, spécialisée sur l'Iran. L'approche du président est en réalité traditionnelle. Il a utilisé toute une gamme d'outils diplomatiques allant de la soumission de cette question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, il a proposé des sanctions sévères à peine appliquées. Et enfin, nous, les États-Unis, disposons déjà de forces considérables capables de porter un coup puissant à l'Iran. Les experts estiment qu'une frappe militaire unique ne renverserait pas le régime, mais pourrait le déstabiliser. Je pense que nous pourrions y entrer, perturber leur commandement et leur contrôle, les priver de leur capacité de riposte et porter des frappes significatives. Rappelez-vous qu'une partie du tonnage le plus lourd vient des États-Unis. Il n'est pas nécessaire d'être sur place. Je pense que nous pourrions porter un coup significatif. Oui, nous pouvons avancer, je ne sais pas, peut-être que nous rassemblons des troupes, peut-être que nous faisons de la reconnaissance pour savoir où frapper, peut-être que nous entraînons les Iraniens, ou peut-être que nous ne voulons vraiment pas entrer en guerre. Et nous sommes d'accord pour une option du type Venezuela, eh bien, le Venezuela actuel, demain nous ne savons pas ce qui se passera, vous restez au pouvoir, mais nous vous disons simplement ce qui est le plus important. Tu es la tête, je suis le cou. Tu tournes où je veux, mais je ne comprends pas pour l'instant. Mais il y a une forte probabilité que Trump n'ait pas encore élaboré une position claire sur ce qu'il faut faire ensuite.
Si le président ordonne des frappes militaires, elles seront plus vastes et offensives que celles de l'été dernier, selon des sources de Fox. Sandra? D'accord, Jennifer Griffin. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Jennifer. D'accord, Sandra. Invitons John Teichert, général de brigade retraité de l'États-Unis Air Force, pour en parler. Le groupe aéronaval Abraham Lincoln a navigué vers la mer d'Arabie. Qu'en pensez-vous? Je sais que les pays arabes hébergeant nos bases militaires refusent de nous laisser attaquer l'Iran depuis leur sol. Alors, que pensez-vous du fait que le Lincoln et son groupe de frappe se dirigent là-bas? John est un exemple d'aide apportée aux manifestants. Cela offre des possibilités supplémentaires pour l'offensive et la défense. C'est un signal fort pour les manifestants que nous continuons à les soutenir. Et cela oblige également le régime à prendre en compte une menace extérieure en plus de la sécurité intérieure. Je pense que cela permettrait au président, s'il le souhaite, d'imposer un blocus aux pétroliers sanctionnés, comme au Venezuela, pour couper totalement les flux financiers du régime. La suite est bonne. Que craignent les pays arabes de la région qui refusent notre lancement depuis chez eux? Je crois qu'ils s'inquiètent surtout de la stabilité des prix du pétrole ou autre, mais ils ont simplement dit non pour l'instant. Ils pensèrent que cette semaine n'était pas le moment, que des frappes n'aideraient pas les manifestants, mais la réponse pourrait changer dans une semaine avec un groupe aéronaval sur place. L'urgence d'agir contre l'Iran a diminué après que le président a reçu l'assurance que les assassinats cesseraient. Voici ses propos juste avant son départ, il y a peu. Cette semaine, vous avez appelé les manifestants iraniens à poursuivre leur lutte et promis de l'aide. Cette aide est-elle toujours prévue ou vos conditions ont-elles changé? Nous verrons. L'Iran a annulé l'exécution de plus de 800 personnes prévues hier. Je respecte beaucoup cette décision. Le président a dit que tuer ou pendre des manifestants serait une ligne rouge. Pensez-vous alors que l'action militaire est désormais exclue? Le président peut-il envisager d'autres options entre-temps? Je crois que le président veut des options, comme des frappes aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais l'option diplomatique reste importante pour lui. La survie de ses détenus compte. Je pense aussi que les 2 nouveaux paquets de sanctions imposés cette semaine ajoutent une urgence qui empêchera l'ayatollah de continuer à financer. Et je pense que c'est aussi un grand pas en avant. Les Iraniens assurent au président qu'ils n'exécuteront pas les manifestants tout en poursuivant leurs anciennes tactiques. La télévision iranienne adresse une menace voilée au président. Cette semaine, ils ont diffusé une photo de Butler, Pennsylvanie, prise en juillet, légendée. Cette fois, la balle ne manquera pas sa cible. Je pensais que cela énerverait vraiment le président, mais il reste calme. Eh bien, je pense qu'il garde peut-être ses cartes pour lui, mais je crois qu'il est indigné par ce qui se passe en Iran. Il soutient activement les manifestants. Le fait que l'aide arrive déjà avec un porte-avions et un groupe aéronaval montre que le président garde toutes ses options ouvertes. Les Iraniens n'auraient pas dû publier les photos de Donald Trump avec l'oreille ensanglantée et écrire « Dès Tsansipronas seront saintes et Kedratran, cette fois, nous ne manquerons pas ». Ce sont des idiots. Ils rendent la relation du président des États-Unis avec eux émotionnellement chargée. Ils ne savent pas négocier, ils vivent au Moyen-Âge, ils savent ruser, flatter, tromper, traîner les choses et pensent qu'ils savent faire peur. C'est l'erreur de toutes les personnes étroites d'esprit ou trop sûres d'elles-mêmes. Ne pas retirer le personnel de toute négociation, mais au contraire, introduire le personnel dans la résolution des questions. Rien de pire, de mon point de vue, rien de plus stupide, rien de pire, de plus stupide que cela, ils n'auraient pas pu inventer pour les négociations. En Iran, nous vivons sans doute l'événement historique le plus marquant de notre époque, dans un régime qui pourrait vite redevenir Mahdi. C'est sûrement l'événement le plus dramatique survenu ces 2 dernières années. Je ne sais pas où ces prochaines années mèneront toute cette région et le monde entier, mais ce sont les faits. Selon les rapports officiels de la République islamique d'Iran, il y a actuellement plus de 600 victimes lors des manifestations. Vous disposez aussi de rapports d'organisations de défense des droits de l'homme hors d'Iran signalant des chiffres bien plus élevés. Plus de 12 000 et jusqu'à 16 000 victimes lors des manifestations, et cela sans compter ceux qui ont été arrêtés par les régimes, ces chiffres se comptent par dizaines de milliers. Le fait que le régime organise des procès expéditifs et exemplaires et exécute des manifestants témoigne de sa peur et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Donc, Donald Trump a déclaré « Continuez, prenez la situation en main, l'aide est déjà en route et alors que faire ?»
Cela signifie-t-il que les États-Unis envoient des troupes? Les États-Unis vont-ils renforcer les sanctions contre la République islamique d'Iran? Bien qu'il semble qu'ils aient déjà pris plusieurs mesures dans cette direction. Mais cela sera-t-il suffisant? Eh bien, nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, si l'on regarde la série de révolutions qui ont eu lieu au Moyen-Orient au cours des 50 dernières années, il existe une tendance que je vais analyser avec différentes options. Cela prend parfois 3 jours, parfois 90 jours ou même des années de manifestations avant qu'un gouvernement soit renversé. Mais en réalité, il y a un point où le gouvernement cède. Ce point peut généralement être marqué par l'une de ces deux choses, soit la fuite du gouvernement, soit son renversement par quelqu'un d'autre. Une probabilité moderne est ce qui s'est passé en Syrie, où leur direction s'est simplement déplacée en Russie. D'ailleurs, cela a été lancé, je suppose, par les services de renseignement occidentaux, qui laissaient entendre que Khamenei et son entourage proche envisagèrent de fuir l'Iran pour un autre pays. Et ensuite... Oui, des rumeurs circulaient depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai. Je doute que cela vienne du gouvernement iranien, donc c'est possible. Cela se produit souvent quand le gouvernement arrête la violence contre son peuple et que l'armée ou la police secrète, ou les deux, refusent de se battre ou d'utiliser les armes contre eux. Le régime iranien est bien plus intelligent que ça. Il garde toujours une longueur d'avance, ayant fait venir des mercenaires d'Irak, du Liban et des terroristes pour réprimer les manifestants. Ce sont des gens qui ne parlent pas la même langue, ils parlent arabe, pas persan, ce ne sont pas des Iraniens, mais des Arabes venus d'ailleurs. C'est courant chez les dictatures, elles agissent toujours ainsi. Ils vont traquer les plus faibles, les moins intelligents, les moins éduqués, et ils essaieront de diriger leur énergie, leur haine, vers un ennemi intérieur supposé, et cela peut aussi être un ennemi extérieur. Allons combattre Israël. Pourquoi Israël est-il silencieux en ce moment? Laquelle des options? Oui ou une autre option. Tournons cela contre les élites, ceux qui détiennent votre argent, les corrompus. La Russie fait ça, la Chine fait ça, ils montent sans cesse un groupe de personnes contre un autre, ce que le Venezuela n'a pas eu le temps de faire. Oui, eh bien... Ils étaient une cryptocratie qui a tant volé au peuple qu'il n'y avait presque pas de résistance. Non, et le régime iranien ne vole pas autant. Il a fait la même chose selon moi, même scénario. Cette conversation m'intéresse aussi parce qu'elle est menée par des Israéliens, des gars qui ont fait l'armée, des journalistes, des professionnels. Ils ne sont pas liés par les ordres de la direction de la chaîne parce qu'ils sont eux-mêmes la direction de la chaîne. Maintenant, souvenez-vous de William Browder, qui a fait du lobbying et a réussi à faire adopter la loi Magnitsky anti-Poutine au Congrès. Au Congrès américain, bien sûr, Poutine le considère, donc William, comme l'un de ses principaux ennemis. Poutine a perdu la Syrie, il a perdu le Venezuela en tant que pays satellite, et nous savons qu'avec l'Iran en ce moment, nous ne savons pas comment tout cela va se terminer, mais s'il perd l'Iran, encore une fois, les Américains ont fait un travail puissant en capturant Maduro. Poutine, apparemment, n'est pas capable de retenir aucun de ses alliés, aucun de ses États clients. Et cela le fait vraiment paraître faible. Cela fait paraître l'Amérique comme une superpuissance et la Russie comme une puissance régionale en déclin. La suite. Will a dit cela, il l'a dit lors d'une interview pour le média britannique The Trump Report. Voici ce que Will pense de l'Ukraine. D'ailleurs, il dit ce que nous avons déjà discuté plusieurs fois, vous et moi. Poutine ne peut pas reculer. Il a besoin de cette guerre pour détourner l'attention et éviter la colère du peuple. Il y est totalement lié. Si la guerre s'arrêtait soudainement, il aurait des problèmes politiques en Russie. Je ne pense donc pas qu'elle va finir. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, à mesure qu'il devient de plus en plus désespéré, il perd de plus en plus de soldats. La seule chose qu'il puisse faire, c'est tuer des civils ukrainiens, je veux dire. C'est en fait un terroriste. C'est comme si chaque jour était un 11 septembre pour l'Ukraine. Parce que leurs gens ordinaires sont simplement tués, sans aucune raison. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont juste des gens ordinaires qui sont tués dans leurs appartements. Vladimir Poutine, parce qu'il a besoin de déverser sa colère. J'ai dit plusieurs fois que Poutine, eh bien, il ne peut pas mettre fin à la guerre sans, je ne sais pas, une victoire éclatante, il en a besoin et il ne peut pas revenir en arrière. Il y a environ 700 000 militaires, tous ne sont pas en première ligne. Selon moi, 200 000 sont sur la ligne de front. Oui, mais ils sont tous autour de ça, ils se sont habitués à tuer, que ce soit de leurs propres mains ou par d'autres, que ce soit à côté d'eux, en mourant, ils se sont habitués à la mort et au meurtre. Et maintenant, les ramener dans un pays où il n'y a rien à faire pour eux,
pas de travail, ils iront tous former des bandes pour voler, tuer ou renverser le pouvoir, si on les y pousse. Vladimir Poutine compte là-dessus, malgré des pertes inimaginables, avec 1 millier de soldats russes mourant chaque jour. Mais il espère que nous nous lasserons avant lui, et il le pense parce qu'il vit dans une dictature, dans sa dictature. Personne ne peut le destituer par un vote. C'est pourquoi il peut imposer les punitions les plus sévères à son propre peuple. Même si nous ne ressentons qu'une fraction de cela dans notre démocratie et nos médias libres, nous nous demandons tous, faut-il continuer à soutenir l'Ukraine? Son grand pari, que nous quitterons l'Ukraine avant qu'il n'épuise ses ressources pour poursuivre la guerre. L'année a débuté avec une Amérique plus affirmée, une rhétorique agressive, prête à intervenir au Venezuela. Discussion sur la prise du Groenland par la force et une attaque contre l'Iran. Selon vous, comment cela est-il vu au Kremlin? Le Kremlin se frotte les mains de joie. Ils regardent cela et disent « Vous savez, si l'Amérique veut prendre le Groenland, pourquoi nous reprocherait-on la Crimée ou l'Ukraine? Peu importe, c'est un argument, une raison pour eux de célébrer. » Cependant, il est très important de noter que l'opération militaire américaine pour renverser Maduro a été grandiose. Encore une chose, outre la perte de leurs États clients, si leur principale raison d'envahir l'Ukraine était l'OTAN, ils déclarent que l'élargissement de l'OTAN était l'un des prétextes. Alors, qu'en penses-tu pendant qu'ils mènent une guerre dans laquelle ils ont perdu 1 200 000 de leurs soldats? La Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN en Russie. Ce fut totalement inattendu. Et cela contredit totalement tous les objectifs déclarés de cette opération militaire spéciale, et c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'ils ont pu déclarer concernant les objectifs de cette opération militaire spéciale. La Finlande parle bien sûr de l'Ukraine plutôt que de l'Iran. Mais même ce qu'il a dit était suffisant pour comprendre que la Russie... Eh bien, du point de vue, disons, des personnes en Amérique qui comprennent ce qu'est la politique, qui y participent, qui sont au courant, qui ont, comme on dit, pas des informateurs, mais des informations de première main. Que la Russie perd pays après pays, la Finlande, oui, pour ainsi dire, la Suède, l'Arménie, oui, l'Arménie est pratiquement partie vers la Turquie et les États-Unis, l'Arménie est partie vers la Turquie. C'est incroyable, la Moldavie expulse les soldats russes de Transnistrie et maintenant aussi le Venezuela, la Syrie et apparemment l'Iran. Peu importe comment cela se terminera avec l'Iran, l'Iran sera au moins partiellement réorienté vers les États-Unis et non vers la Chine et la Russie. Peut-être que ce sera réciproque, mais il restera un facteur de dissuasion, donc une incertitude. Et pour lui, en tant que, disons, je ne sais pas, là-bas, c'est peut-être un marteau ou une épée au-dessus de la tête, ou l'inverse. Et regarde, il y a aussi le Liban et le Yémen. Si l'Iran ne donne pas d'argent, d'armes et ne soutient pas, alors je vais expliquer. Un ouvrier en Iran aujourd'hui, à cause d'une inflation complètement folle, gagne de 7 à 10 dollars par mois, de 7 à 10 dollars par mois. Et un combattant du Hezbollah au Liban reçoit 1800 dollars par mois. Et les Libanais savent que le Hezbollah reçoit, et les Iraniens savent que le Hezbollah reçoit leur argent provenant de la vente de leur pétrole. Leur gouvernement prend l'argent et l'envoie aux terroristes, au lieu de les aider à résoudre leurs problèmes. Pensez-vous que la population iranienne est très heureuse de cela ou non? Je n'ai pas vraiment envie de conclure là-dessus. Des changements arrivent, sans aucun doute, au Moyen-Orient, et ils pourraient être historiques. Là-bas, le Shah arrive et une super alliance se forme avec Israël et les sunnites. Population totale d'environ 500 millions, voire plus, comprenant Perses, Arabes, Juifs, Druzes et Circassiens. Les fonds viennent des États pétroliers, des principautés, oui, la technologie vient d'Israël, la capacité d'organiser et de vendre vient d'Iran, c'est une puissante entité qu'on pourrait appeler l'Union d'Abraham. Bien que, bon, les Perses, le Farsi, les Perses, bien sûr, viennent d'un autre ancêtre. À mon avis, ils pourront devenir un véritable marché libre, une puissante base technologique dans cette partie du monde.
et être des concurrents, disons, de l'Asie du Sud, mais en même temps des alliés à la fois des États-Unis, de cette même Asie du Sud et du bloc nippo-asiatique. Pourquoi pas ? Donald Trump est prêt à négocier avec l'Iran parce que l'Iran, semble enfin prêt à de véritables négociations. Et non pas à la tromperie, à la fraude, à l'envie cachée, ni à la haine envers le Satan américain et le petit Satan qu'est Israël. Il me semble que Donald Trump a poussé l'Iran jusqu'à un état où il est possible de discuter avec lui, mais il n'a pas encore fait de même avec la Russie. Non, il n'a pas encore poussé la Russie jusque-là. Nous avons commencé par les plus petits d'abord, et ensuite, quand nous nous serons débarrassés des petits, peut-être que nous pourrons aussi affaiblir les plus grands. Quelqu'un, devinez qui ? Au revoir.